J'ai été frappée par la grande cohérence qu'il y avait, au-delà des diversités de thèmes, des approches, qu'il y avait entre toutes ces interventions. Et finalement, ça me facilite un petit peu la tâche et ça permettra d'avancer assez vite aussi. Parce qu'il m'a semblé que s'il y avait un mot-clé qu'il fallait retenir de cette journée, c'était peut-être le mot engagement. C'était les valeurs qui sortaient de l'ensemble des interventions. Et ça me permet de refaire un petit clin d'œil à mon intervention de ce matin. Vous savez que je n'ai pas eu le temps de vous parler des différentes théories du bien-être, mais les deux grandes distinctions qu'on effectue, c'est entre le bien-être qu'on qualifie de hédonique, qui est la recherche d'émotions positives, de sensations plaisantes. C'est ce que vous allez peut-être faire tout à l'heure en allant boire un verre avec les collègues avec qui vous avez envie d'échanger. Mais il y a aussi un autre aspect du bonheur qu'on appelle le bonheur eudémonique, qui est plutôt la recherche de conformité avec ses valeurs, ce qui fait que la vie a un sens, qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Et j'ai le sentiment que s'il y a une personne dans cette salle qui ne sait pas pourquoi elle se lève le matin, je ne sais pas pourquoi elle est encore ici. Voilà, c'était vraiment la notion d'engagement qui m'a semblé complètement centrale et unanime. Un autre mot qui m'a semblé aussi refléter ou traverser les interventions, c'est la question de l'inclusion. Toutes les interventions, y compris les interventions spécifiques sur les enfants affectés par des troubles du spectre autistique, l'épilepsie, l'illettrisme ou ceux dont la scolarité est affectée par une maladie grave, psychique ou physique, toutes les interventions ont proposé des interventions concrètes, des moyens concrets de rendre l'école plus inclusive, d'accueillir le droit à la différence et, comme l'a dit l'un des intervenants, la différence des droits aussi. Je vais noter 3 éléments sur d'abord les changements de contexte, les différents acteurs qui sont impliqués dans ces changements et puis finalement des préconisations dans les grandes lignes. Donc, dans les grands changements, il y a eu beaucoup de choses sur les changements sociaux, les changements qui se produisent à l'intérieur des familles, les pertes de repères. Et beaucoup de choses de ce qui a été dit n'est pas valable seulement pour les enfants en situation de soins, mais pour les enfants bien portants, pour les enfants neurotypiques. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que les solutions qui pouvaient être proposées, par exemple, à travers l'usage du numérique pour les enfants porteurs de TSA, seraient certainement valables aussi pour des enfants neurotypiques. Et si on se souvient de ce qui s'est passé pour Montessori, le début de la pédagogie Montessori, ça a été fait pour des enfants qui étaient en situation difficile. Et on s'est aperçu finalement que ce qui était proposé, ça fonctionnait bien pour l'ensemble des enfants. Et peut-être pour bien des adultes aussi d'ailleurs. Donc, ce qui me semblait important, c'était de prendre en compte cette différenciation qui est apportée de plus en plus, des propositions de personnalisation. Et aussi, ça a été prononcé qu'une fois, mais c'était en filigrane partout, de déstigmatisation en quelque sorte. Et ça implique de bien comprendre, de bien prendre en compte la différence entre l'égalité et l'identité qui a été évoquée aussi aujourd'hui. Et donc, de faire une école inclusive, l'un des intervenants a parlé aussi des bénéfices pour les enfants bien portants, d'être accompagnés ou de rencontrer parmi leurs camarades des enfants différents. Moi, je les appelle les enfants extraordinaires. Et il y a de plus en plus d'écoles, d'associations de parents. Je vais venir aux différents acteurs et peut-être, je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais peut-être commencer par les parents. Le rôle des parents dans le changement des mentalités, dans les gains qui ont été faits par rapport aux années 60, 70, 80 pour permettre la continuité de la scolarité des enfants. Il y a de plus en plus d'écoles et je travaille, j'évoquerai tout à l'heure, il a été évoqué ce matin le Lab School Network, le réseau que j'ai créé. Nous collaborons avec une association qui vise à créer ce qu'ils appellent les petites écoles pour tous, qui sont des écoles qui visent à scolariser conjointement des enfants porteurs de handicap ou de spécificités, des enfants à besoins spécifiques, avec des enfants neurotypiques, de façon à s'enrichir mutuellement de nos différences. Et là aussi, l'absence de stigmatisation nous semble vraiment très, très importante. Et ces familles, ça a été dit, c'est important de les accueillir à l'école en tant qu'éducateurs, au même titre, avec leurs fonctions respectives, mais au même titre que les enseignants, de les avoir avec nous dans un système de décision et de prendre en compte le rôle des familles dans cette continuité, dans l'éducation qui a été si souvent soulignée aujourd'hui. En ce qui concerne les enseignants et les soignants, j'ai trouvé qu'une partie de ce que disait Didier Keff, ou Queff, je ne sais pas comment on prononce son nom aujourd'hui, Keff,
à propos des enseignants vaut également pour les soignants. Il a dit ce sont des gens bien. Il a souligné les qualités humaines. Je ne suis pas assez bien placée pour savoir si la question de la formation insuffisante affecte aussi les soignants, mais je peux témoigner du fait que pour les enseignants, c'est vraiment le cas. Il y a besoin de formation initiale, de formation continue. Il y a besoin aussi de pouvoir prendre en compte les difficultés spécifiques de prise en charge pour les enseignants. Comme ça a été dit, ce n'est pas leur vocation initiale, pas forcément. Et j'ai beaucoup aimé, dans toutes les valeurs qui ont été évoquées, la question de l'empathie. L'empathie pour favoriser la communication entre les soignants et les enseignants, la simplification, la prise en compte des différences et des attentes de chacun, qui a été soulignée aussi au cours de votre intervention sur les lycées, entre les attentes, par exemple, de réussite scolaire et l'absence de symptômes, et de pouvoir donc continuer à dialoguer. Et j'ai trouvé que finalement, il avait été beaucoup question des élèves, sur le fait que ce ne sont pas des adultes en miniature, qu'il est important de prendre en compte la diversité des profils, à tout point de vue, les profils cognitifs, les profils sociaux, les profils de santé, les profils culturels, la situation des migrants, etc. On a beaucoup parlé de la vulnérabilité de l'enfant malade et de l'importance de l'aider à trouver sa place dans le système, d'humaniser les dossiers, de personnaliser l'accompagnement, de prévenir le décrochage scolaire, d'aménager le temps d'enseignement, etc., etc. Mais finalement, on n'a pas tellement parlé de la parole des enfants, de la façon dont ils peuvent devenir acteurs de leur propre parcours. Donc ça serait peut-être quelque chose à réintégrer pour une prochaine fois. Ou alors c'est moi qui n'ai pas bien entendu, je suis peut-être un peu biaisée. J'ai évoqué ce matin très rapidement une école alternative qui est en cours de création sur le principe des lab schools, c'est-à-dire des écoles associées à un laboratoire ou une équipe de recherche, qui sera une école dans laquelle on accueillera aussi certains enfants avec des profils extraordinaires. Et on a mis comme instance, au même titre, on a un comité de pilotage, on aura un comité de parents, mais il y a aussi un conseil des jeunes, parce que je pense que c'est vraiment important de leur donner la parole, de leur permettre le plus possible, même en situation de soins, et peut-être surtout en situation de soins, de devenir acteurs de leur propre parcours. Mais ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup frappé dans cette réunion, c'est que tout était orienté vers la solution. Il y avait beaucoup de préconisations, beaucoup d'idées, au-delà des constats, des difficultés. Ce n'était pas un colloque de la plainte. Peut-être certains d'entre vous connaissaient-ils François Roustan, je pense toujours à ce livre « La fin de la plainte », qui est un grand psychanalyste puis hypnothérapeute qui est décédé récemment. Donc il y avait beaucoup d'orientation vers la solution et vers des préconisations, vers l'importance de faire ou refaire de l'école un lieu de vie et pas seulement un lieu d'éducation ou d'apprentissage. L'importance d'ouvrir la parole, le dialogue pour donner sa place à chacun des acteurs de l'écosystème, de mettre tous les partenaires autour de la table, et ça, c'est encore loin d'être le cas. Pour certains d'entre nous et certains d'entre vous, c'est le cas parce qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits. Mais c'est quelque chose qui me frappe toujours. J'assiste parfois à des réunions, des rencontres aussi au ministère de l'Éducation. C'est la conscience qu'on a tous, nous qui travaillons sur ces questions-là, de l'importance de la bienveillance, de l'importance du dialogue, de l'importance de la personnalisation des enseignements. Et en même temps, le décalage qu'il y a entre ce qui se passe encore trop souvent à l'école. Et malgré des enseignants extrêmement dévoués qui ont vraiment envie de changer les choses. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se passait pas entre le sommet de l'État et les personnes qui sont sur le terrain et qui sont évidemment conscientes de tout ça aussi. Donc, parmi les termes, il y a eu synergie aussi, l'idée de faire alliance autour de l'enfant. Il y a eu l'idée de redonner de l'espoir. Et je trouvais que ce colloque redonnait beaucoup d'espoir. On se rend compte qu'il y a quand même eu déjà beaucoup de chemin parcouru. On se rend compte aussi qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et Marie-Hélène Romano a évoqué l'engagement politique. Et je pense que là aussi, la question de la façon dont on peut contribuer à influencer les politiques publiques est quelque chose qui doit vraiment nous préoccuper. Parce qu'on est souvent en situation d'acteur associatif, presque en marge de l'action politique. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir contribuer là aussi à créer cette relation d'interdépendance. Et en particulier en cette période électorale où on ne sait pas trop ce qui nous attend.
Et donc la question que j'ai envie de poser pour terminer ce colloque, c'est comment on va pouvoir s'adresser à ceux d'entre nous ou ceux des autres, puisqu'on a aussi parlé d'altérité, ceux qui sont moins sensibilisés à ces questions, ceux qui ont une vision différente de la nôtre. Il a été question beaucoup de rétablir l'autorité à l'école. Dans la campagne politique. Donc ceux qui ont une vision différente de la nôtre, comment on peut dialoguer avec eux pour assurer une éducation au sens plein du terme, une éducation à la santé, une éducation à la citoyenneté et une éducation au bonheur.